Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à être là parmi vous. Donc, je suis Raquel Lurena, je suis maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et mon domaine d'expertise, c'est l'intelligence artificielle appliquée aux données de santé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler... Ah oui, voilà, je vais passer comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement sur des projets. Un projet qui est machine learning classique avec des données de l'SNDS qu'on avait stocké en local dans notre labo avant qu'on a mis en place tous ces éléments. Donc, pour vous montrer un peu les résultats qu'on peut avoir et aussi les difficultés. Et finalement, et par la suite, je vais vous parler du projet IA for Elderly. Donc, du coup, pour celui-là, on a fait toutes les démarches réglementaires et via le portail de la CNAM. Et bon, je vous raconterai un peu les problèmes qu'on a eu aussi et les différentes pistes, les différentes solutions qu'on a trouvées. Voilà. Donc, pour les données, je ne vais pas trop les expliquer parce que je vois ici dans la salle, on est tous spécialistes de l'SNDS, on connaît bien. Donc, en fait, simplement vous dire, pour les premiers projets dont je vais vous parler, on a travaillé aussi avec la cohorte BICAN, qui est la vie après les cancers. Et du coup, c'était des données de l'SNDS qui savaient être, c'était en enquête. Donc, et du coup, nous avions aussi des patient reported outcomes, donc notamment la perte de la récidive, dépression, etc. Donc, pour ce projet, en fait, je vous parle des données SNDS, mais qui s'étaient recueillies dans mon labo. Donc, c'était la cohorte, on les avait stockées dans nos serveurs sécurisés à nous. On ne passait pas par la CNAM. Donc, on a pu faire, en fait, l'objectif, c'était de prédire la perte pathologique de la récidive pour les patients de cancer du sang. Et qu'est-ce que c'est cette perte? C'est une inquiétude irrationnelle de que la maladie progresse ou reviennent chez les patients qui sont en rémission, c'est-à-dire les patients qui sont en cancer du sang, des bons pronostics et qu'on n'a pas, on n'a pas des éléments pour dire qu'il va avoir une récidive. Donc, en fait, on est parti de l'hypothèse de que la perte pathologique de la récidive entraînait une surconsommation de soins. C'est là qui peut rentrer les SNDS comme un outil intéressant pour nous permettre de prédire cette perte pathologique de la récidive. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est développer un modèle machine learning et explicable, plus ou moins explicable à partir des données de l'SNDS. Donc, déjà, on a eu des enjeux, notamment sur la sélection des variables, parce qu'en fait, on était parti de la base, mais qu'on allait récupérer des médicaments, mais pas tous les médicaments. Donc, on a regardé analgésiques, psychotropes et anxiolytiques, actes médicaux pertinents, celles qui sont citées, et on a exclu tout un tas d'éléments, notamment l'hormonothérapie, parce que presque tous les patients, ils l'avaient eu, vaccins, etc. Et on a élevé aussi les 2 premières années après le diagnostic des cancers du sang, parce que c'était les années dans lesquelles on a les traitements cancérologiques lourds. Donc, on avait fait aussi les choix cliniques, les choix avec les cliniciens impliqués dans les projets de les enlever. Donc, en fait, pour faire ça, on a fait pas mal de choses d'une façon manuelle, c'est-à-dire en comptant avec ce médicament, on les garde pas, ça, on les garde pas, etc. On n'a pas utilisé des méthodes plus avancées IA pour faire la sélection des variables. C'était quelque chose vraiment manuel avec de la vie clinique, etc. Donc, voici un peu la méthodologie qu'on a mise en place. Et donc, on a fait la sélection des variables côté clinique. Après, on a mis en place pour affiner des sélections de variables statistiques avec RF et relief. Et on a testé différentes méthodes, classique machine learning, donc random forest, support vector machine, etc. Et du coup, voici pour les résultats. En fait, pour les cancers du sang, les résultats qu'on obtient, c'est notre meilleur algorithme, c'est gradient boosting, qui nous permet d'obtenir un AUC de 0,66 avec une précision de 0,71 et une sensibilité de 0,70. En fait, les résultats, comme on peut voir, ne sont pas extraordinaires. Il faut tenir compte de la complexité des données et
Et en fait, comme on a voulu se tenir à des algorithmes machine learning classiques, en fait, on ne tenait pas en compte la temporalité. C'était vraiment, on gardait le nombre de fois qu'un médicament il avait été pris, ou le nombre de fois qu'un type d'examen médical a été pris, etc. Donc, le système Random Forest, pour le coup, lui, il est interprétable. Gradient boosting, vous le savez, ce n'est pas interprétable d'une façon intrinsique. Et du coup, on a mis en place une façon de l'interpréter avec les valeurs de Shapley. Et voici un peu les éléments, je m'excuse, ça ne se voit pas très bien, mais voici les éléments et les variables qui étaient les plus déterminantes de cette perte pathologique de la récidive, notamment des médicaments en lien avec l'acidité, les nombres de psychographies, les nombres de radiographies, etc. Donc là, ces résultats, si jamais, pour plus d'informations, les résultats, ils ont été publiés en Journal of Medical Informatics. Et maintenant, on a mis en place aussi, on est en train de mettre en place des classificateurs pour les cancers de la prostate et des cancers du côlon. Et donc, les perspectives que nous avons de ça, c'est, en fait, faire de l'apprentissage semi-supervisé, parce qu'évidemment, on avait une cohorte de 1600 patientes pour lesquelles on connaissait, on connaissait les outcomes, c'est-à-dire la perte de la récidive, mais à l'SNDS, on peut trouver beaucoup plus de patientes qui ont eu un cancer du sang de même type. Donc, comment mettre en place les apprentissage semi-supervisé, c'est-à-dire utiliser des données non labellisées pour améliorer nos modèles. Pour le moment, pour les cancers du sang, on a testé différentes méthodes, même pour poser une nouvelle chose, on n'arrive pas à beaucoup améliorer si on ne prend pas compte de la temporalité. Donc, des autres perspectives, c'est l'estimation des autres patient-reported outcomes que nous avons sur la cohorte BICAM. Et la troisième perspective qui donne lieu à les projets suivants, c'est en fait faire une représentation plus riche de nos données. C'est-à-dire que pour le moment, on faisait simplement, on comptait le nombre de fois qu'un événement arrivait, mais on ne gardait pas compte de la temporalité ni des liens qui pouvaient exister entre les différents diagnostics et les différents médicaments de cette personne. C'est-à-dire qu'on ne gardait pas compte du parcours de soins et des liens du parcours de soins de la personne. Donc, comment monter en puissance par rapport à ça? Donc, ça donne lieu à notre deuxième projet qui est IA4 Elderly. Donc, IA4 Elderly, nous savons les contextes médicaux, évidemment, et aussi nos enjeux méthodologiques. Donc, pour les contextes cliniques, en fait, comme vous le savez, les cancers, c'est une maladie qui touche plus les personnes âgées. Donc, et notamment pour les cancers, pour les femmes, l'âge moyen, c'est 68 ans et pour les hommes, 70 ans. Donc, les personnes âgées, dans beaucoup de cas, ils sont exclus des essais cliniques en raison de leur comorbidité et leur fragilité. Mais par contre, finalement, quand ils arrivent au service des différents hôpitaux, de Gustave Roussy ou de l'Institut Polycalmette, etc., ils sont évidemment traités. Donc, on a les problèmes. Ces projets partent d'une collaboration avec un oncogériatre de l'Institut Polycalmette. On a le problème de dire est-ce que les patients âgés ils sont en train de recevoir les traitements les plus adaptés à leur fragilité et leur comorbidité et qu'est-ce qu'il va les arriver après les traitements. Donc, c'est ce questionnement clinique qui a donné lieu à un projet IA4 Elderly. Donc, en fait, dans les projets IA4 Elderly, on part de l'hypothèse de que l'SNDS peut nous aider à avoir une idée de la consommation de vie médicale d'une personne après les traitements cancérologiques et plus particulièrement des personnes âgées. Donc, en fait, ce projet, il a comme objectif utiliser l'SNDS pour modéliser les parcours de soins des patients âgés atteints du cancer du sang avec de representation learning. Et par la suite, développer un outil d'aide à la décision clinique pour personnaliser les traitements de cette population. Donc, par rapport à ça, on a eu plein d'enjeux et certains d'entre vous, ils connaissent un peu toute l'évolution des projets. Donc, on a eu beaucoup d'enjeux
réglementaires et après, il y a évidemment tous les enjeux méthodologiques. Donc, si on commence par les enjeux réglementaires, ça, il y avait fait une petite animation, mais bon, c'est comme c'est le PDF. Donc, en fait, pour les enjeux, on a eu les enjeux de l'accès aux données. Donc, pour l'accès aux données, on a justement testé de passer par l'ACNAM, mais nous avions besoin, on voulait utiliser, on utilise des méthodes de representation learning, donc transformer, réseau de neurones plus poussés. Donc, ça n'a pas été possible de que notre projet soit accepté dans les portails de l'ACNAM. Et donc, bon, on a fait des choses. Et d'un côté, on a développé une cohorte de données simulées qui nous permettait de nous entraîner le temps d'avoir les accès aux données. Donc, on a ces cohortes qu'on a mis à disposition, une cohorte qui simule des patients qui sont atteints de cancer du sang. On a une cohorte de 150 000 patients simulés avec la même architecture de l'SNDS. Et de l'autre côté, un autre enjeu, c'était les données, ils sont très complexes et avec beaucoup de tableaux, etc. Donc, il est difficile de cibler, caractériser notre population. Donc, pour ça aussi, on a fait une bibliothèque PySNDS qui nous permet justement de représenter notre population et de voir toutes les propriétés statistiques de notre population et de la retrouver plus facilement. Et évidemment, l'autre enjeu, c'était le besoin de puissance de calcul. Et pour faire ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est passer par les Health Data Hub, plus concrètement par la cohorte Combi-Cancer, et qui nous a permis d'avoir l'accès aux données de l'SNDS, mais via les HDH avec toute la puissance de calcul et avec la puissance de calcul de l'HDH, donc des GPU, etc., plus les bibliothèques qui vont bien, c'est-à-dire Python, toutes les bibliothèques pour faire du machine learning et des méthodes et de l'état de l'art de machine learning. Donc voilà, et après, il y a une fois qu'on arrive à résoudre toutes ces contraintes qui nous ont mis beaucoup de temps, en fait, et les contraintes d'accès aux données, les représentations, etc., il y a les contraintes méthodologiques. Donc, en fait, simplement, je reviens sur les différentes choses qu'on a mis à disposition. Donc, on a notre cohorte de données simulées, que c'est des données, en fait, comme je l'ai dit, avec la même structure que les données de l'SNDS et qui a été testée aussi sur les données de l'HDH. En fait, non, pardon, c'était l'autre, la bibliothèque qui a été testée, pardon. Donc, en fait, c'est une cohorte de données simulées et du coup, on n'utilise pas, c'est vraiment, elle préserve la privacité des données parce qu'on n'utilise pas des autres données de l'SNDS avec des GAN ou des autres types d'algorithmes qui, en fait, ils partent des données réelles pour créer des données synthétiques. Dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est simuler toutes les variables statistiques, simuler la distribution statistique des différentes variables pour obtenir notre cohorte. Et du coup, pour plus de détails, en fait, l'article a été soumis récemment. Okay, ça sera disponible, j'espère, rapidement. Mais par contre, si jamais vous voulez l'accès à la cohorte pour entraîner, etc., la cohorte est disponible publiquement, vous pouvez m'écrire, etc. Donc, ça, en fait, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de commencer à tester nos modèles, et surtout pouvoir tester des modèles IA sur nos serveurs locaux, les temps qu'on attendait à avoir tous les accès réglementaires. Donc, la deuxième chose, c'est la bibliothèque PySNDS qui permet l'identification automatisée des populations. Donc, il explore en fait, il est capable d'explorer. Il est capable d'explorer les différents tableaux principaux de l'SNDS. Il cherche des codes cibles et nous permettent de tester la population. Nous, on l'a testé pour les populations âgées pour dépister dans les SNDS les populations de plus de 75 ans et atteintes de cancer du sang. Et on l'a testé sur les HDH et la bibliothèque, elle marche. Et du coup, elle est adaptée, elle est adaptée à l'HDH. Donc, ça, les packages sont disponibles si vous voulez l'utiliser. Et en fait, l'article, il a été aussi soumis récemment.
Et bon, bah, voilà, ça c'est un petit exemple des types de représentations qu'on peut obtenir des caractérisations de la population avec notre bibliothèque. Et ça, c'est les distributions qu'on obtient pour la population simulée qu'on a. Donc, bon, une fois qu'on a passé tous ces enjeux des accès aux données, etc., accès aux données, dépistage de la SNDS, etc., en fait, la deuxième partie, si on veut faire la modélisation des parcours de soins, on a des enjeux méthodologiques. Notamment, c'est la dynamique temporale très hétérogène de nos données. Les données ils sont éparses, c'est-à-dire qu'en fait, pas tous les patients, évidemment, ils sont les mêmes variables. Et en fait, on a beaucoup de variables qu'on peut dire sont à zéro. Et on a plusieurs dimensions. Donc, en fait, faire des machine learning directement sur nos données pose beaucoup de problèmes, comme je vous ai montré dans les premiers projets, notamment la sélection des variables est très complexe. Et garder cette temporalité sur les modèles random forest, etc., garder cette notion de quel événement vient après l'autre, c'est aussi complexe, voire impossible. Donc, en fait, ce qu'on a dit, on va mettre une couche au milieu avant de faire les machine learning prédictifs ou les machine learning pour le phénotypage. On va faire l'apprentissage des représentations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, l'idée, notre objectif, c'est d'obtenir une représentation multimodale du patient à partir des données de l'SNDS et par la suite les apparier avec des autres données. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut gagner à faire ça? En fait, améliorer la généralisation des modèles, permettre de garder en fait, les variables les plus importantes d'une façon non supervisée. Et en fait, ça a été testé dans différents articles, notamment Mioto et aussi Chang, qui a été publié récemment. En fait, ça a été testé que pour la prédiction et pour la prédiction de certains événements et aussi pour la stratification, ça donnait de très bons résultats, l'apprentissage des représentations sur les données EHR. Donc, l'idée, c'est de les faire également sur les données. On sait tous que SNDS, ce n'est pas un EHR, mais voir quels résultats on pourrait obtenir. Et donc, en fait, pour ça, on est en train de mettre en place un système qui nous permettra d'obtenir une représentation multimodale de notre patience, dans lequel on inclut différents éléments, différents événements qu'on retrouve dans les SNDS, mais pas qu'on inclut sur un knowledge graph et qu'on entraîne avec un transformer. Donc, en fait, ce travail, il est en cours. Et justement, les moments que j'ai eu tous les accès à tous les... en fait, ça, c'était l'objectif principal du projet, mais le problème, c'est que les moments qu'on a obtenu les accès à l'HDH, etc., l'argent du projet était presque fini. Donc, là, ça a pris un peu de retard, mais c'est un travail en cours. Voilà. Et du coup, si en fait, les leçons qu'on a apprises, les leçons qu'on a apprises de toutes ces procédures qu'on a entamées et de toute cette aventure qu'on a entamée pour faire de l'intelligence artificielle avec les SNDS, c'est, les accès aux données, ils sont très complexes, c'est chronophage, donc il faut trouver des autres solutions pour pouvoir s'entraîner. Donc, il y a la possibilité des jeux de données qui sont en ligne, mais ce n'est pas SNDS, genre Mimix, etc. Nous, on avait mis à disposition notre cohorte. Et après, pour la structure, récupérer les populations et caractériser notre population est aussi assez complexe. Donc, il faut être formé. Nous, on a essayé d'apporter quelque chose avec notre petite bibliothèque pour caractériser la population. Et on a vu aussi par les résultats de notre premier projet que, en fait, un machine learning directement sur les données de l'SNDS, et ça ne donnait pas des résultats incroyables parce que, justement, on perd l'information de la temporalité. Et la temporalité en soi-même, c'est assez informatif, mais ça aussi ajoute beaucoup de complexité. Donc, c'est là où on est en train de travailler pour faire les représentations multimodales avec des techniques de transformer knowledge graph. Et
Ça, c'est tout. Donc, je remercie à l'équipe, à les différents collaborateurs et les différents financeurs, et aussi à HDH qui nous a permis d'avoir l'accès, aussi à l'ACNAM qui nous a permis aussi d'affiner beaucoup nos protocoles, et évidemment à tous les cliniciens qui font partie aussi de ces projets. Merci. J'ai une petite remarque introductive aux questions, mais c'est juste pour dire que vous avez ouvert des voies, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est le premier projet qui est passé par l'accès permanent sur le HDH à l'INCAM. Donc, quand on ouvre les voies, malheureusement, on se prend des choses que j'espère. Je veux juste dire que c'est pas forcément généralisable. J'ose l'espérer, parce qu'on a dû faire relire la convention HDH INSERM par le DAGE. Enfin, c'est des petites étapes comme ça que ceux qui travaillent à l'INSERM savent que ça a vite tendance à rajouter 6 mois dans les procédures. Et j'ose espérer que ça va, dommage pour vous, mais que ça va accélérer les suivants. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, moi, ma question est relative aux données synthétiques. Vous avez parlé de 150 patients. 150 000 patients. 150 000 patients. C'est sur une composante du SNDS ou c'est sur les SNDS Web? Est-ce que c'est juste sur le web aussi? C'est, en fait, ouais, parce qu'il est passé très rapidement. En fait, c'est pour les cancers du sang. Et en fait, est-ce qu'on va modeler, c'est les traitements, est-ce qu'on va modeler, c'est les traitements, la distribution de la population. Donc, on va trouver des femmes de tous les âges les plus fréquentes, et aussi on va modeler tous les types de traitements. D'accord. Des traitements de cancer du sang. Donc, par exemple, ici, on peut voir, et aussi tous les types de cancers du sang. Par exemple, on va pour les nodal status. Donc, ce n'est pas des données synthétiques sur les SNDS? Non, c'est des données synthétiques sur les cancers du sang. Après, en fait, sur une cohorte c'est une cohorte synthétique des cancers du sang. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation qui était très informative. Moi, j'avais juste une question là, sur cette étape du coup de représentation learning avant d'utiliser des algorithmes de machine learning. Pour la suite, est-ce que l'interprétabilité des dimensions de votre espace latent, enfin, ça va être aussi un problème? De savoir qu'est-ce que ça va être, quoi, ces dimensions-là. Vous avez déjà des pistes pour, Oui, en fait, il y a différentes formes, différentes méthodes pour faire des apprentissages de représentation. Et notamment, l'article que j'ai montré de Nature, lui, il utilise des transformers purs. Donc, ça, autant se dire que quand on met les transformers, en fait, c'est une boîte noire, vraiment noire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on part sur la piste de faire un knowledge graph qui permet, après, quand on applique des couches d'attention, permettre après de voir dans quel node de notre knowledge graph il a fait attention. Il a fait attention et permettre de les rendre la piste, c'est ça, l'attention sur le knowledge graph pour voir jusqu'à quel point c'est interprétable. Un peu comme la notion d'importance quand on utilise des arbres, quoi, de voir quelle variable a été utilisée à quelle... Exactement. En fait, il y a l'attention qui est un peu la base du transformer qui dit dans quelle partie de l'information le transformer il a pioché, ouais. Il a, ouais. Okay, d'accord. Ok, super, merci. Il y a des questions à distance? Non, je n'envoie pas des questions s'il y a le temps. Donc, merci. J'ai pas compris en quoi les questions de temporalité étaient spécialement compliquées à appréhender. Oui. Donc, c'est quoi ce que vous appelez, c'est la temporalité de quoi, du parcours? Parce qu'il y a des dates, voilà. En quoi c'est problématique? En fait, les SNDS ou n'importe quel EHR, en fait, on va avoir
T1, pour un patient, on a T1 qui a un diagnostic ou un visite ou un médicament il y a quelque chose qui se passe à T1. T2, il y a quelque chose qui se passe. T3, T4, T5, T6. Mais par contre, entre T1 et T2, les gaps temporels entre les patients A et les patients B est complètement différente. La temporalité est hétérogène. Donc, en fait, les méthodes genre Random Forest, etc., ne permettent pas de traiter cette temporalité. En fait, eux, ce qu'ils veulent recevoir comme entrée, c'est un tableau. Donc, quelle méthode nous permettre de gérer cette séquentialité avec des gaps, oui, avec des espaces. Oui, exactement. J'ajouterais, mais pardon, il y a forcément, quand on est sur une base aussi lourde et aussi grande, des enjeux de dimensionnalité du problème, de savoir comment on représente la donnée pour que ça puisse être ingéré par un système avec des ressources forcément limitées. Je pense qu'il faut se poser des questions de comment on combine tout ça, et c'est une façon de répondre à ça, de se dire, mais, en tout cas, la temporalité rajoute une dimensionnalité importante au problème. Il y a des questions en ligne. Ok. Merci beaucoup, super intéressant. Oui, j'avais une question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en fait. Vous avez eu accès aux données du SNDS ou à des données simulées? Vous avez eu accès à des données SNDS pour créer des données simulées, vous avez eu accès à des données simulées? Non, en fait. Sinon, pourquoi vous avez créé des données simulées? Oui, en fait, on a eu des accès. Donc, en fait, on a fait la demande à l'ACNAM. Les moments qu'on ne connaissait pas, on connaissait l'HDH, mais on ne savait pas que c'était faisable. Donc, en fait, nous, on est passé par l'ACNAM. L'ACNAM, il ne nous a pas permis l'accès qu'il y a à la base de données école, la base de données de 2% de la population. Mais nous, on cherchait les patients âgés. Déjà, il y a moins. Si en plus, on n'a que 2% des patients âgés, bon, on n'a pas beaucoup. Donc, en fait, pour nous, c'était pas une solution. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a exploré la piste de l'SNDS. Mais les temps qu'on avait les accès au SNDS, avec des autres collègues des PEPR santé numérique dans lesquels on participe, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, on a les postdocs, on a la force de travail, on va faire quelque chose pour permettre d'entraîner nos algorithmes. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la base de données générée. Et une dernière question, oui, est écrite là, comme je comprends. Ah, ça marche. Voilà. Bonjour, désolé si j'ai loupé l'information, mais quel package vous avez utilisé pour calculer les Shapley values? C'est SHAP. C'est SHAP sur Python, les packages SHAP. Ça s'appelle. Okay. Voilà. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci.